oui, il y a un shift qui se fait, mais il y a encore des gens qui vont y aller et puis qui sont complètement pris de court parce qu'ils ont tout le temps fait un cocktail en personne et que là, ce cocktail en personne n'existe plus, ben là, ils font plus rien à la place d'essayer de s'adapter puis de faire autre chose. Tu sais. Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue au podcast de La Talenterie, le podcast où on parle d'innovation sociale, d'entrepreneuriat et du monde du travail. Je m'appelle Sarah Jodoin-Houle, je suis l'animatrice de ce podcast. Et puis, aujourd'hui, je reçois Sébastien Pelland, qui est le fondateur de compagnie d'événements. Sébastien, que j'ai croisé dans plusieurs événements de réseautage, on s'est lancé en affaires à peu près en même temps au début de la pandémie. Et lui, je dirais qu'il a un niveau de plus à son courage parce qu'il fait de l'événementiel dans la vie. Donc, il a quand même décidé d'aller de l'avant et de lancer son entreprise d'événementiel alors qu'on était tous en confinement. Et il a su s'adapter avec brio au nouveau contexte social, au nouveau contexte d'affaires. Puis il est en train de réfléchir beaucoup à comment l'événementiel se transforme. C'est quoi la part de virtuel actuel, mais aussi qui va rester dans le futur. Puis je trouvais qu'à chaque fois que Sébastien parlait de ses réflexions, de ses défis dans les événements où je le croisais, je le trouvais toujours très inspirant. Puis je me disais que dans les organisations, je pense qu'on a besoin d'avoir des idées pour réfléchir un peu différemment, sortir de nos façons de faire habituelles. Puis c'est une belle dose d'inspiration dont on a tous, je pense, besoin en ce moment. On est surtout ceux qui sont un peu plus extravertis ou qui ont des habitudes sociales là, plus établies. Je pense qu'on s'ennuie peut-être des événements puis de faire des choses là, avec des gens en dehors du travail. Donc, évidemment, ça demeure un défi de le faire de façon virtuelle et c'est de ça qu'on va parler avec Sébastien Pelland. Mini parenthèse avant de lui passer la parole, vous irez voir sur le profil de Sébastien sur LinkedIn. Là, on est le vendredi 22 janvier. On publie cet épisode et en date du 21 janvier, donc jeudi, au moment où j'enregistre la petite intro post-enregistrement, Sébastien a publié une vidéo de lui où il parle des câlins puis de l'importance de maintenir cette douceur qu'on se fait à soi puis qu'on fait envers les autres, puis comment est-ce qu'on peut un peu transformer cette culture du câlin dans un contexte de confinement. Puis j'ai trouvé ça vraiment sympathique, puis sa vidéo me fait sourire ce matin, donc je vous invite à aller la voir. Et là, maintenant, on va aller s'entretenir avec lui de virtuel, ou plutôt d'événementiel dans un contexte de virtuel. Salut Sarah, bon matin. Bon matin, est-ce que j'ai bien prononcé le nom de ta compagnie, premièrement? Oui, effectivement, c'est compagnie, ça ressemble beaucoup à compagnie, mais c'est compagnie parce que c'est K-U-M-P-A-2-N-I, ouais. Puis, on va tout de suite plonger dans le vif du sujet parce qu'on voulait parler justement d'événements dans le contexte actuel et aussi, tu sais, pour le futur, là, les événements virtuels. Qu'est-ce que c'est? Où en est l'événement ces temps-ci? Est-ce qu'il y a encore de la place pour faire des événements avec tout ce qu'on vit aujourd'hui? Des fois, on se le demande. Là, c'est pas. Dans le temps de Noël, il y a beaucoup de gens qui ont décidé d'annuler leur party. Il y en a d'autres qui ont pris le pari d'en faire. Il y a eu des formules différentes. Fait que je trouvais que ça pouvait être intéressant d'en parler avec toi parce que c'est ta spécialité. Exactement. Écoute, clairement, je pense que le besoin d'événements est toujours là. Puis, je pense que les gens ont commencé à se rendre compte aussi que, tu sais, ce qu'on était habitué précédemment, c'était des webinaires beige et un peu plates où c'était juste dans une direction. Puis on se rend compte maintenant que tous les événements, il faut aller stimuler les participants beaucoup, aller les chercher, puis s'assurer que le contenu est roi. Pour l'instant, naturellement, avec le
le reconfinement, avec où est-ce qu'on en est rendu dans la pandémie, clairement que les événements en personne sont pas sur le point de se reproduire. On espère, puis en parlant avec plein de monde à travers, en fait, à travers le monde, parce que j'ai des contacts en Australie, en Angleterre, en Finlande, aux États-Unis, naturellement à Montréal puis au Canada. Clairement, le monde de l'événementiel a changé, va rester changé et sera définitivement hybride, donc en partie virtuel puis en partie en présence. Mais clairement, l'événement a été et sera toujours aussi important. Les gens ont besoin de partager, les gens ont besoin de se rencontrer, se voir puis passer du temps ensemble. Oui, puis tu sais, on parle beaucoup de santé mentale en ce moment là, qui préoccupe énormément d'organisations. Probablement que toi aussi, dans tes clients ou dans tes contacts, tu ressens ça, le fait que les gens se sentent un peu isolés, puis que tu sais, tout ce qu'on avait en dehors du travail fonctionne plus nécessairement. Puis là, des fois, ben c'est, tu sais, on veut pas toujours s'inscrire à des Zooms le soir. Là, tu sais, moi, je pense, disons, les participations citoyennes, mais tu sais, c'est pas des événements, là, c'est des rencontres Zoom. Fait qu'à un moment donné, t'as plus cet espace-là où tu peux te changer un peu d'air puis faire autre chose finalement, puis en rencontrant des gens de façon virtuelle. Mais toi, tu as quand même des idées puis des choses qui peuvent se faire. On en a parlé un peu avant d'enregistrer ensemble, puis c'est pour ça que j'avais envie qu'on les partage. Mais juste avant, tu dis que le monde a changé de l'événementiel. Qu'est-ce que tu observes en ce moment? Parce que ça continue. Il y en a des entreprises ou des organisations qui ont des bonnes idées puis qui font des choses qui valent le détour, là. Absolument. Tu vois, il y a les compagnies, autant les fournisseurs audiovisuels que les entreprises en événements au Québec, moi, je vais parler de ceux que je connais qui sont à proximité, ont vraiment innové beaucoup. Puis, tu sais, comme nous tous, on a tous appris à se transformer pendant la pandémie, puis s'assurer que, tu sais, on puisse continuer à offrir un service puis continuer à répondre à des besoins aussi qui sont là. Puis on se rend compte que c'est ça, il y a une adaptation de l'offre qui est faite. Les gens vont développer des expertises, vont développer des idées aussi qui sont innovantes, qui sont intéressantes. Puis on se rend compte aussi que naturellement, on a tous un peu de fatigue Zoom. On est tous un peu tannés d'être branchés devant un ordinateur plusieurs heures par jour. Fait qu'il faut vraiment penser aussi à un contenu intelligent puis une proportion aussi en gardant en tête aussi que l'attention des participants est pas très longue en personne, est encore moins longue en virtuel. Fait qu'il faut juste s'assurer que ton contenu soit intelligent, que tu proposes des sondages, que tu proposes des jeux, que tu proposes de la variation, de la participation de tes gens à distance pour s'assurer que les gens sont toujours intéressés et trouvent ton contenu intéressant. Ouais, puis là, on va en reparler du contenu, mais juste avant, dans le format, il y a beaucoup de choses que tu nommes qui sont intéressantes. Tu as parlé de la fatigue Zoom, qu'on est tanné un peu, fait qu'il faut varier avec des jeux, tout ça, mais ça implique aussi, quand on s'est parlé en préparation, tu me parlais de choisir d'autres plateformes juste pour que les gens aient le sentiment de faire une cassure un peu avec le monde du travail, puis de pas justement tenir ces événements-là, tu sais, mettons un 5 à 7 ou un événement spécial, de trouver une autre plateforme, des fois juste pour sentir qu'on change d'air. Oui, vas-y. effectivement. Moi, ce que je te disais en préparation, puis je trouve ça important, puis souvent j'en parle aussi avec les gens, les partenaires avec lesquels je travaille sur le développement de projets ensemble, c'est que je me dis, si à la semaine longue, tes rencontres de travail sont sur Teams, mais peut-être que ton événement pour divertir les gens ou pour souligner un effort, peut-être que tu vas vouloir la faire sur une autre plateforme, juste pour pas que les gens aient le feeling que, on retourne à se brancher encore sur une plateforme /travail, donc de les garder dans le beat travail. Puis aussi, ce que je te disais, c'est que pour n'importe quel événement, on part pas en se disant, OK, je vais faire un événement sur Zoom. Mais peut-être que Zoom, c'est pas la bonne plateforme pour toi. Peut-être que tu n'as pas besoin de ça. Peut-être qu'il faut que tu ailles sur autre chose. Comme Simon Sinek qui parle du why, je pense que l'événement, faut être stratégique aussi et commencer à pourquoi on crée l'événement. Quand tu vas vraiment avoir déterminé pourquoi tu crées ton événement, c'est le comment va venir après. Fait que la tendance, les gens souvent font l'erreur de dire, je vais faire un événement sur Zoom.
mais pourquoi Zoom? Est-ce que c'est réellement la plateforme qui va maximiser les objectifs réels de ton événement? Fait qu'il faut vraiment être très stratégique. Prendre le temps de faire la réflexion aussi à savoir pourquoi tu crées ton événement. C'est quoi tes objectifs? Ouais, je pense qu'il y a deux choses là-dedans. C'est pourquoi on a le réflexe de dire je vais faire un Zoom, puis je m'avance un peu. Mais un, le fait que les gens connaissent pas les autres plateformes ou les autres choses qui existent. Puis deux, en tout cas, je sais pas toi, mais moi, je travaillais en communication. Puis souvent, les gens vont me dire je veux une brochure. Je veux un mémo. Tu sais, c'est comme si c'est le réflexe un peu de sauter aux moyens avant de réfléchir. Fait que tu fais bien de nous ramener un peu à ça. Puis justement, dans le fond, quand tu dis ben là, il faut que ton contenu soit le roi, il faut s'assurer que tu comprennes pourquoi tu fais cet événement-là. Quand toi, tu accompagnes tes clients, comment tu fais ça un peu? Est-ce qu'il y a comme une démarche particulière ou c'est juste d'en jaser puis de s'assurer que on a bien compris les intentions? Comment on fait ça finalement? Moi, je suis comme un enfant de 4 ans avec les clients, puis je les avise tout de suite. Je leur dis, tu vas m'entendre poser la question « Pourquoi? » Fait que comme un enfant de 4 ans, je vais te demander pourquoi à peu près 26 fois. Puis aussi, ce que je dis tout le temps aux gens avec lesquels je travaille, c'est qu'un événement, c'est pas un truc isolé. Ça fait vraiment partie d'un environnement marketing puis de communication. C'est vraiment très lié ensemble. Puis qu'il y a 3 temps de vie à un événement. Il y a le avant, il y a le pendant, il y a le après. Et par rapport au pourquoi de ton événement, il faut vraiment que tu sois conscient et de te poser les questions, tes objectifs, ce que tu veux atteindre, puis pas oublier que souvent aussi, les participants à ton événement, ben il y en a plusieurs. Il y a la compagnie en tant que telle, il y a la haute direction, il y a les partenaires financiers, les partenaires extérieurs, les participants extérieurs, je voulais dire. Fait que je pense que c'est une réflexion qui est super importante à avoir en amont. Comme n'importe quel projet qui est mis en branle, il y a l'image de l'iceberg qui me vient en tête, c'est que toute la préparation qui est en dessous de l'eau est encore plus importante et va prendre encore plus de place que ton événement en tant que tel. Et c'est pas parce que tu es en virtuel ou en hybride que tout ça va se faire par magie puis que ça va prendre moins de temps. Au contraire, je pense que maintenant, ça prend plus de temps au niveau de l'organisation. Il y a plus de réflexion stratégique à avoir pour s'assurer qu'on est vraiment sur la coche puis qu'on répond réellement aux besoins puis qu'on est vraiment centré là, sur ce qu'on a à livrer comme message. Puis dans ce que tu dis, c'est un bon point parce que dans les partenaires, disons qu'il faut ou les gens qu'il faut réfléchir, qui sont comme des participants puis des non-participants à l'événement qui sont affectés par ce qu'on fait, ça implique dans le fond que toi, tu accompagnes encore des entreprises, non seulement à faire des événements à l'interne chez eux, mais même à continuer d'avoir des événements à l'externe, à avoir de la visibilité, à faire des choses. Ça, tu vois, c'est un aspect qu'on entend encore moins parler des entreprises qui continuent à faire de l'événementiel. Tu m'as parlé d'un certain nombre de choses aussi que tu as vues qui étaient cool pendant la pandémie. Puis on aime ça avoir des exemples. Fait que je te demanderais, qu'est-ce qu'on peut faire de si le fun que ça à part un Zoom ou une façon différente de fonctionner? Est-ce que tu en as des exemples, mettons, concrets de choses que tu as vues? En fait, tu vois, il y a plein de possibilités. Puis encore, tu sais, je veux dire, on peut en nommer. Les gens en ont découvert beaucoup. Les gens ont déjà vu toutes sortes d'animations, de la bouffe livrée à la maison, des mixologues. Tu sais, ça, c'est des choses qu'on a beaucoup vues dernièrement. Par contre, faut pas s'arrêter à ça. Il y a plein de plateformes qui ont été ouvertes, qui offrent la possibilité de se promener dans un environnement virtuel, de se déplacer, d'assister à une conférence dans la salle A, un show de musique dans la salle B, une démonstration culinaire dans la salle C. Il y a différents environnements qui existent comme ça aussi. Il y a d'autres plateformes. Puis là, naturellement, je parle de plateformes, je parle pas de prix. Là, on fait juste nommer des trucs que j'ai vus. Il y a des environnements où tu peux créer aussi ton avatar, puis vraiment rentrer en interaction avec d'autres avatars, puis parler avec eux dans un environnement virtuel. Ça ressemble un peu à ce que tu pourrais trouver en réalité VR. Il y a des plateformes qui se font en réalité VR, mais là, on embarque dans une autre gamme de produits, là, avec le casque de réalité VR, genre les Oculus de ce monde et autres. Mais je pense que la meilleure option puis la meilleure optique à avoir dans les événements
autant pour l'interne que plus pour une clientèle externe, comme on disait en entrée de jeu, le contenu est roi, puis même je dirais qu'il est plus que roi, là, il est Dieu, dans le sens que toutes les offres qui sont faites sur le marché, ce qui va faire la différence que je suis intéressé à aller à cet événement-là versus cet événement-là, c'est réellement le contenu, la pertinence du contenu. Puis, je pense que il faut pas oublier aussi que, tu sais, les gens ont souvent une tendance, puis là, on va tomber, je vais nommer la monétisation, puis là, mon Dieu, les gens vont dire, comment je fais pour facturer, charger des frais pour participer à un événement virtuel? C'est complètement un autre dossier, là. Mais il faut pas oublier aussi que si tu veux monétiser ton événement, il faut que tu t'assures que ton contenu est vraiment, vraiment, vraiment sa coche, puis qu'il répond réellement à un besoin. Puis la seule manière que tu vas pouvoir réellement trouver le besoin de ton client, de tes participants, c'est de revenir à la base, comme je disais tout à l'heure, de penser à ton why. Pourquoi tu crées cet événement-là? Puis, pour faire du pouce sur ce que je viens moi-même dire, un autre outil que j'utilise aussi, c'est du event design. Donc, de se créer une structure. En fait, l'event design, si je le résume rapidement, c'est comme un modèle Canva. C'est de réellement construire genre un scénario de film où ton protagoniste arrive dans une situation, il y a une souffrance, il y a un manquement, il rencontre quelqu'un qui lui apporte quelque chose pour une résultante gagnante à la fin. Parce qu'habituellement, les films finissent bien, à moins que ça nous tente de finir mal. Mais dans le cas d'un événement, on veut que ça finisse bien. Fait qu'il faut vraiment mettre en branle aussi, puis avoir en perspective dans notre stratégie, avec quoi notre participant arrive comme manquement, comme souffrance. Qu'est-ce qu'on lui amène comme expérience, comme apprentissage, comme conférence pour le faire grandir et le faire sortir à la fin de cet événement-là, grandi avec un apprentissage, avec un wow, avec un feeling de « My God, c'était donc bien ça coche cette affaire-là, j'ai hâte à la deuxième édition ». Bien, c'est super pertinent ce que tu dis, puis ça, en marketing, pour ceux qui connaissent un peu le marketing, là, c'est un peu comme le story brand du livre de Don Miller, c'est exactement les mêmes étapes que ce que tu viens de nommer, fait que c'est un peu de faire du storytelling finalement avec nos événements. Absolument, tout à fait. Puis pour faire du pouce sur ce que tu dis aussi, comme je disais tout à l'heure aussi, on peut plus, dans le passé, il y a beaucoup d'événements qui étaient considérés comme étant une entité à part, que l'événement est un événement. Mais pour que ça fonctionne maintenant, on se rend compte qu'il faut que le marketing et l'événement soient mariés ensemble. Tu peux pas faire juste un événement pour faire un événement. Ça n'a plus raison d'être et ça n'a plus la portée que ça pouvait avoir pour le genre d'événement qu'on faisait avant. Genre, à toutes les années, on se dit « Ah, OK, on fait un cocktail reconnaissance. Ah, OK, on fait un gala. Ah, OK, on fait tel truc. » Mais en même temps, si tu veux vraiment avoir un impact, vraiment amener ton événement au-delà de ce que c'était de par le présent, puis donner vraiment une consistance, dans le sens une viabilité puis une texture vraiment plus intéressante. Il faut le marier avec le marketing. Il faut vraiment avoir un lien marketing. D'où je parlais, le avant, le pendant et le après aussi. L'événement a une durée de vie. Puis quand tu dis que c'est avant, on faisait ça, une fois par an, on fait un gala, puis là, maintenant, ça l'a changé. Est-ce que ce changement-là, tu l'as senti avant la pandémie? Est-ce que c'était déjà ça, puis ça s'est juste comme exacerbé? Ou c'est vraiment... Là, avec la pandémie, il y a tellement d'offres en virtuel, puis il y a tellement peu d'espace mental chez les gens. Tu sais, c'est quoi le trigger en bon français? En fait, le trigger, je te dis, il y en avait un peu qui était fait avant, puis je pense que ça dépend vraiment de l'approche des gens avec qui tu travailles dans ton organisation d'événements. Je veux dire, clairement, moi, ma stratégie comme organisateur d'événements, puis le central de ma vision, c'est vraiment le pourquoi, le why. Moi, je veux vraiment que ton événement soit percutant. Je pense pas que... puis je pense pas nécessairement à ce que j'ai vu que il y avait beaucoup l'option puis l'optique de pas qu'on voulait pas que l'événement soit percutant, sauf que les contrats étaient pris. Ce que j'ai vu dans certaines agences, c'est que les contrats sont faits comme une genre sans poser de questions au client, dans le sens que je tourne mes mots dans ma bouche. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, quand je travaille avec un client, si le client m'arrive et dit « OK, je fais un cocktail à telle place, il y a 300 personnes, on sert des bouchées et de la musique. » OK. Moi, ça ne m'intéresse pas.
Ça m'intéresse pas parce que pourquoi, si c'est toujours ça que tu as fait dans le passé puis ça fonctionnait bien, pourquoi est-ce que c'est toujours à propos maintenant? Pourquoi est-ce que c'est toujours la meilleure chose qu'il y a à faire maintenant? Pourquoi est-ce que ça sert ta clientèle encore aujourd'hui? Est-ce que ça sert réellement ta clientèle aujourd'hui? Puis je pense que chaque personne, chaque entrepreneur attire des clients qui leur correspondent, qui ont un intérêt à travailler dans ce sens-là puis à réaliser réellement un impact plus intéressant de par leur événement. Fait que oui, il y a un shift qui se fait, mais il y a encore des gens qui vont y aller et puis qui sont complètement pris de court parce qu'ils ont tout le temps fait un cocktail en personne et que là, oups, ce cocktail en personne n'existe plus, ben là, ils font plus rien à la place d'essayer de s'adapter puis de faire autre chose. Il y a toujours une résonance, là. Oui, clairement. Puis, tu sais, pour le vivre un peu avec d'autres entrepreneurs qui essaient de faire même pas des événements, là, juste des fois même des trucs gratuits où, tu sais, tu veux attirer des gens pour générer des discussions ou donner, tu sais, livrer du contenu, c'est pas facile parce que, justement, les gens vont être encore plus sélectifs sur les événements auxquels ils participent parce qu'on a besoin d'un break des écrans, comme tu le dis si bien. Puis là, on a parlé beaucoup des événements externes. Est-ce que tu observes ce même besoin de pertinence? J'imagine que la réponse est oui, là, mais ce même besoin de pertinence pour des événements qui seraient plus à l'interne avec des employés, tu sais, pour créer la proximité puis faire vivre la culture organisationnelle encore malgré la distance? Fait que tu as mis des mots dans ma bouche et la réponse est oui, effectivement. Tu sais, je pense que un événement, que ce soit pour une clientèle externe ou une clientèle interne, a pour moi la même approche. Il faut avoir la même stratégie puis il faut avoir le même genre de réflexion à l'approche de cet événement-là. Clairement, tu peux pas aborder chaque événement à aborder de manière différente. Tu sais, je veux dire, c'est chaque événement a sa spécificité, a sa clientèle, a ses objectifs. Fait que je pense que chaque truc a besoin d'être fait à la carte, là, si tu veux. Pour les événements internes, je te dirais que oui, effectivement, il y a eu, moi aussi, dans le temps des fêtes, il y a eu une espèce de cri de secours. Comment je fais pour organiser la partie des fêtes? Comment je fais pour organiser les choses? Puis, naturellement, la problématique qui était liée à ça aussi, c'est l'impact financier, dans le sens que toutes les entreprises ont énormément souffert. Fait que financièrement, il n'y avait pas les moyens de faire un déploiement d'un événement comme ils faisaient par le passé, où ils réunissaient toutes leurs troupes, les 300 personnes, dans un souper avec un spectacle, des cadeaux, etc. Fait qu'il fallait vraiment qu'ils réinventent en minimisant les dépenses aussi. Fait qu'il y a eu beaucoup plus de consultations. Puis je pense que consultation, éducation. Parce que les gens en ressources humaines, primordialement, qui avaient organisé les parties des fêtes, étaient vraiment complètement perdus à savoir comment on fait pour recréer une magie, puis il y avait besoin beaucoup plus de consultation, idéation que de réalisation. C'est ce qui était présent plus pour les fêtes. Ouais, puis je pense que moi j'ai une petite tranche de vie, mais j'ai un blog, puis j'ai un article que j'ai écrit sur comment faire un party de Noël à distance. Je suis pas une spécialiste comme toi là, mais tu sais j'essaie de donner quelques petites pistes de réflexion à des gens de RH, dont le fait de tu sais se faire accompagner par des professionnels, tu sais notamment au niveau de l'animation. Puis bref, cet article là, j'ai eu genre 1700 vues, tu sais qui est comme quand même beaucoup là pour un blog en RH. Fait que je pense que les gens, puis c'est de loin l'article le plus lu sur mon blog. Fait que, tu sais, il y a eu une espèce de vague de « Oh my God, on sait pas comment faire de l'événementiel en virtuel. » Tu sais, puis je pense que ça va rester. Tu sais, là, le confinement n'est pas tout à fait fini, on s'entend. Il y a des employés qui commencent à vouloir travailler à distance de plus en plus au niveau avec le télétravail. Je pense que c'est des questions qui vont continuer d'être pertinentes dans l'organisation. Puis toi, tu dis que tu penses que l'événement est changé pour toujours, puis que maintenant, de toute façon, on va vouloir réfléchir à des méthodes hybrides. Est-ce que tu penses que ça s'applique aussi pour le télétravail ou comment tu le vois, le hybride? Est-ce que c'est une fois qu'on est sur place, il y a une partie qui est en virtuel ou s'il y a des participants à distance ou des participants en virtuel? Moi, je te dirais, pour moi, l'événement hybride, c'est qu'une partie en présence, une partie en virtuel, et puis que l'offre de service et l'offre de service, c'est ça, ces deux clientèles-là est différente, dans le sens que l'un découle de l'autre.
mais les deux ne sont pas identiques et similaires, dans le sens que les gens à distance n'ont pas les mêmes besoins, n'ont pas le même temps à disposition que les gens qui sont en présence. Là, je te parle d'un événement, là. Même chose, j'imagine, au niveau des RH pour les gens qui sont en présence ou les gens qui sont à distance. Les besoins sont différents aussi au niveau de l'approche des besoins puis de la structure organisationnelle, que ce soit au niveau de l'entreprise ou au niveau d'un événement. Ce que je veux dire par rapport à la différence entre les deux, c'est que naturellement, la présence des gens, la disponibilité des gens en virtuel n'est pas la même que les gens qui sont en présence. Si je m'inscris pour un congrès en personne, que ça dure 3 jours, ben je m'attends à être là 3 jours en présence, à avoir des soupers, des rencontres, à avoir des moments libres, naturellement, comme toutes les structures de congrès qui existent dans le monde. Par contre, si j'y vais de manière virtuelle, ben je m'attends à ce qu'il y ait des plages horaires où je puisse m'inscrire, qui puissent m'intéresser et que peut-être je puisse voir en rediffusion par la suite. Fait que, c'est comme un autre programme à monter qui est naturellement puisé du programme général qui est à faire en personne, sauf qu'en virtuel, on ne présentera pas l'entièreté non plus du programme en question, mais on va plus pinpointer des éléments qui peuvent correspondre aux besoins des gens à distance. Fait que c'est comme un 2 dans 1, si tu veux. Les événements vont venir offrir beaucoup de moyens de visionnement différents, soit en personne ou soit en virtuel. Et même moi, ce que je fais présentement, je suis en train d'aider un autre professionnel à monter un congrès. Je leur ai proposé aussi d'offrir 3 offres de services. Or, donc, à même le congrès, donc une portion en personne, une portion en hybride, une portion en rediffusion. Donc, naturellement, la portion en rediffusion est moins onéreuse que la portion hybride. Par contre, la portion hybride comprend la portion en rediffusion et la portion en personne n'est que la portion en personne. En fait, je veux dire, il y a différents forfaits puis différents contenus disponibles selon les différentes clientèles. Ça va être intéressant. Puis, tu sais, je pense que déjà, on sentait des tentatives, en tout cas moi, je suis allée quand même dans des congrès, puis j'ai participé à certains événements un peu comme tout le monde, puis je sentais comme une tentative de vouloir inclure une expérience virtuelle, tu sais, qui s'ajoutait, disons, à l'expérience en présentiel. Tu sais, souvent, on était amené à, je sais pas, là, participer par texto, il y avait des polls en ligne, il y avait des fois un peu de réalité virtuelle, des choses comme ça. Puis là, tu sais, je pense que les gens, ben, ça dépendait des clientèles, mais des fois, on avait la difficulté à faire embarquer les gens parce qu'il y avait des freins technologiques. Penses-tu que là, avec la pandémie, puis le fait que là, il y a eu beaucoup de gens qui ont été un peu forcés de s'approprier ces outils-là, qu'on va être capable d'aller un petit peu plus loin une fois qu'on va être revenu en présentiel? As-tu le sentiment que ça va avoir créé de l'espace pour innover encore plus? Ben, je pense que l'innovation, ça, il reste que l'être humain. Écoute, on est parti, on était homme de caverne, puis maintenant, on envoie des satellites explorer Saturne, Mars, Pluton et name it. Tu comprends que, tu veux dire, les limites de l'humain sont infinies par rapport à l'événement. Oui, effectivement, il y a des gens qui étaient un peu rébarbatifs à utiliser des plateformes, à utiliser des sondages sur les téléphones cellulaires, etc., etc. Mais je pense que l'être humain est curieux, l'être humain est capable de s'adapter et il y a rien de mieux non plus, comme un événement que j'ai fait au mois de juin, un des premiers événements virtuels auxquels j'ai assisté, où il y avait une session de pré-enregistrement pour pouvoir justement aller sur la plateforme, vérifier, on parlait avec une personne en direct, on était donc un service de conciergerie en fait, pour nous aiguiller puis nous amener à comprendre les différentes utilités de la plateforme. Comme ça, pour les gens qui n'étaient pas tech-savvy, donc pas confortables avec la technologie, ça permettait de les rassurer puis de leur faire un tour des technologies qui étaient pour être utilisées pendant le congrès ou l'événement. Fait que je pense que c'est important de poursuivre cette optique-là. Moi, à chaque fois qu'on parle avec les clients présentement, quand on parle d'une technologie X ou Y, j'inclus toujours du temps de conciergerie, soit en amont ou soit et pendant. Clairement, pendant, il faut absolument un service de conciergerie s'il y a un problème. On s'entend que les problèmes souvent sont pas liés à la diffusion, mais plus de l'autre côté de l'ordinateur, mauvaise connexion Internet, puis en même temps, c'est ça, pas de connaissances informatiques, en même temps que ça n'en demande pas beaucoup, mais il y a des gens pour lesquels c'est un obstacle majeur. Fait que je pense que le service de conciergerie, il faut qu'il soit présent. Souvent,
pendant, si on est capable, ou du moins des capsules informatives, des vidéos informatives pour pouvoir guider les gens à travers les plateformes avant le jour X. Et le jour X, bien naturellement, il faut impérativement avoir des gens en présence au service de conciergerie. Là. Puis tu dis en présence, mais ça peut être une présence virtuelle ou au téléphone. J'imagine qu'un événement qui est 100% virtuel, il y a moyen de communiquer aussi. Oui, absolument. Oui, absolument. Par courriel ou, tu sais, souvent aussi juste des chatbox, tu sais, un service de messagerie texto à l'intérieur même de la plateforme pour tomber sur la conciergerie. Tu sais, la plupart des plateformes l'offrent. Tu sais, juste dans les chat rooms, quand tu poses une question dans ta messagerie de la plateforme sur laquelle tu te trouves, ben il y a tout le temps, tu t'organises pour avoir une ou deux personnes qui est dédiée à répondre aux questions de ces gens-là pour essayer de résoudre le problème le plus rapidement possible, puis que les gens se sentent justement appuyés puis pas laissés à eux-mêmes, le genre bienvenue dans le monde virtuel, arrange-toi avec tes troubles. Clairement, c'est un bon truc. Fait que là, tu nous as donné plusieurs trucs au cours de la conversation. Juste en terminant, peut-être si ça te va, je te lance un peu, on s'en est pas parlé, mais je te demanderais, est-ce que tu peux nous faire en rafale quelques trucs et astuces pour, mettons, réussir nos événements virtuels d'ici au moins à ce qu'on puisse en refaire en présentiel, mais même pour le futur, garder ces bonnes habitudes-là en place pour les événements hybrides. Donc, des trucs et astuces. Là, tu as parlé d'un service de conciergerie, de se concentrer sur le contenu, qui est très important, de commencer là. Quoi d'autre qu'il faudrait réfléchir? En fait, si on part de la base, il faut vraiment faire une extraction des besoins très clairs. Donc, quels sont les besoins? Puis, je reviens à ma question d'enfant de 4 ans. Posez-vous-la souvent. Pourquoi? Pourquoi je vais faire cet événement-là? Pourquoi j'ai besoin de faire tel truc? Pourquoi? Ça va venir à vraiment clarifier, puis des fois faire changer complètement de bord votre direction que vous pensiez avoir au départ. Donc, pourquoi? Et ensuite, à partir du pourquoi, vous allez pouvoir déterminer le comment et le quoi et le comment. Donc, ça va venir dans un deuxième temps. Important aussi, c'est de penser votre événement comme dans un lien marketing. Donc, il y a le avant l'événement, il y a le pendant l'événement, il y a le après l'événement. Donc, il faut avoir un lien de communication et de marketing intelligent pour mousser votre événement, en faire parler, attiser l'intérêt, penser au contenu roi pour que les gens soient là et l'utiliser le contenu roi aussi pour attirer les gens et utiliser le contenu roi des PowerPoint, des photos, des captations vidéo pour votre après, pour faire suivre votre événement, pour que les gens s'en souviennent dans le temps, plus que la journée même finie et bye-bye, on oublie. Donc, vraiment penser au après, c'est super important. Les gens l'oublient. En fait, les gens oublient beaucoup le avant et le après. Ils pensent qu'au pendant. Donc, c'est important de garder ça en lien. Important de garder en lien aussi et de se souvenir dans notre construction du contenu que l'attention des participants a besoin d'être stimulée continuellement. Donc, tu sais, des fois, on se dit « moi, j'ai pas d'argent pour un animateur ou un modérateur. » Think twice. Ça vaut la peine. Pensez-y à 2 fois. Ça vaut tellement la peine. Parce qu'un conférencier qui est, disons que, je sais pas, moi, tu as une conférence sur l'hydroélectricité, mettons. Puis que tu as un ingénieur qui est super pointu, puis qui est super intéressant, puis qui sait très bien comment expliquer son sujet, peut manquer de dynamisme, peut manquer d'interaction avec le public. Et ton modérateur/animateur va être capable de stimuler la conversation avec lui, aller chercher des réactions du public, aller poser des questions pour ramener la direction dans un autre sens peut-être qui est possible si ton conférencier est d'accord. Fait qu'au niveau de ton contenu, puis au niveau de ta structure, ça, c'est un truc bien important. Autre truc très important, comme je disais, puis c'est tout à fait en lien à ce qu'on mentionnait, la participation des gens. Il y a plein de moyens, soit dans le chat, soit créer des sondages, soit créer des salles de partage, voir qu'est-ce qui sert le propos, puis pourquoi tu fais ça. Est-ce que ça sert à quelque chose de faire ça? Puis pourquoi tu le fais? Il faut toujours qu'il y ait un but. Et autre truc, écoute, je pourrais t'en donner pendant 26 ans de temps, j'ai l'impression. Faut pas oublier aussi que dans un événement, tu as plus qu'une clientèle. Si on crée un événement pour une boîte de X,
une firme, je sais pas moi, d'ingénieurs, mettons. Bon, les besoins à l'intérieur de la firme, la firme d'ingénieurs qui crée l'événement, eux autres, c'est quoi leurs besoins? Est-ce qu'ils ont besoin de mousser la marque, mettre en avant la marque employeur, parler de leur vision 2021, 2022? OK, ça, c'est leurs besoins. Les partenaires financiers, eux autres, c'est quoi leurs besoins? Faire parler d'eux, diffuser leur message, faire savoir que leurs services sont disponibles et qu'ils supportent le bureau d'ingénieurs ou l'ingénierie en général. Et les participants, les ingénieurs ou les clients, eux autres ont des besoins aussi d'apprentissage, de développement, de compréhension, de réseautage, etc., etc. Fait qu'on voit que un événement, ça devient plus complexe que juste dire on a du contenu puis on diffuse du contenu. Ouais. Je reviens encore. Pourquoi? Pourquoi tu donnes ce contenu-là? Pourquoi c'est important? Pourquoi ces gens-là vont être intéressés? Pourquoi tu vas pouvoir charger tel prix? Pourquoi? C'est pas mal ça. Fait que le mot d'ordre, c'est le pourquoi. On revient à la base. On travaille sur le contenu. Tout ça. Écoute, merci beaucoup, Sébastien. Je pense que ça va aider les gens à au moins à commencer des réflexions, à savoir, OK, ben là, tu sais, il y a possibilité de faire des événements virtuels qui sont un petit peu différents. 2, il y a des trucs. 3, on peut se faire accompagner par des spécialistes comme toi. D'ailleurs, j'invite les gens qui le veulent ou qui ont peut-être des questions un peu plus pointues à te contacter directement sur LinkedIn. Vous pouvez suivre Sébastien aussi. T'as-tu une page LinkedIn Pro, compagnie d'événements? J'ai une page LinkedIn Pro, mais je te dirais qu'elle est moins vivante que ma page perso. OK, donc allez suivre les deux. Allez suivre Compagnie d'événements et aussi la page perso de Sébastien. Je vais mettre évidemment les liens dans les notes de cet épisode. Écoute, Sébastien, on va suivre ça de près. Je suis sûre que ça va continuer d'évoluer beaucoup de ton côté. Tu es dans un métier d'avenir et en plein changement. Donc, on pourrait, si tu veux, s'en reparler post-pandémie, voir comment ça a évolué puis comment... Avec plaisir. Ça a transformé le milieu de l'événementiel. Merci de ta présence et de ton temps. Merci de ton invitation. Ça rend toujours agréable de parler avec toi. Merci beaucoup. Merci. Bye-bye.